Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. C'est une tradition à Géopolis Télévision, en tout cas à Géopolis Groupe de presse, tradition d'accueillir chaque année des stagiaires, des jeunes étudiants qui viennent des écoles consacrées pour l'enseignement du journalisme et des métiers de communication. Ça fait déjà une dizaine d'années que nous recevons chaque année des étudiants qui viennent pour apprendre le métier, pour pouvoir vérifier si les théories apprises correspondent à la réalité du terrain. Et comme tradition aussi, nous avons instauré une fin de stage qui se consacre par une émission. Nous faisons donc une émission pour présenter à nos visiteurs, nos jeunes visiteurs. Nous voulons leur donner la possibilité de s'exprimer en public pour que vous voyez que vous n'avez pas envoyé vos enfants pour rien et qu'ils peuvent aussi faire leur premier pas dans ce métier difficile, un métier de journaliste. Cette année, nous avons eu à peu près 10 journalistes, enfin, futurs journalistes, qui viennent de l'école de formation IFASIC et qui sont en fin de stage. Ce stage a consisté à l'écriture, donc aller sur le terrain, faire des reportages, écrire. Et dans cette émission, qui est en fait une revue de presse générale, je reçois donc tous ces jeunes. Nous allons avec eux passer en revue leur ressenti. Comment ils ont vu ce métier? Ce qu'ils voyaient au début de très loin, qu'ils ont vu maintenant de très près. Ces jeunes sont ici avec moi, c'est avec donc plaisir que je vais les recevoir. Nous allons ensemble défiler les quelques reportages qu'ils ont choisis eux-mêmes pour nous présenter et nous pourrons nous rendre compte que notre métier change et que le futur est en réalité entre les mains de ces jeunes qui nous rejoignent avec des défis plus importants que les nôtres. Avec plaisir, donc, je voudrais vous présenter ma première série. Ceux qui sont avec moi, donc à votre droite, à ma gauche à moi, nous avons Merveille Zoui. Bonsoir Merveille. Bonsoir monsieur Willy. Comment ça va? Oui, ça va. C'était bien le stage? Oui, oui. Un peu stressé? Oui, toujours, ça ne manque pas, mais bon, sinon ça va. Oui. Pour la première fois à la télé? Oui, la première fois. Alors c'est très bien, j'espère que ce sera une très bonne fois, une longue série. À votre gauche, c'est Pachela Poiti. Bonsoir Pachela. Bonsoir monsieur Willy. Comment ça va? Ça va très bien. Pachela, ce n'est pas le garçon que l'on voit à l'écran. Voilà, Pachela, c'est elle. Comment ça va? Première fois aussi à la télé? Oui, la première fois. Les stages, c'était bien? Très bien. Pourquoi vous avez choisi d'être journaliste? Pourquoi cette formation? Pourquoi vous avez choisi d'aller étudier à l'IFASIC? Bon, j'ai déjà choisi d'aller étudier à l'IFASIC, pas étant que journaliste, mais pour faire la communication. Mais pour passer à la communication, il faut d'abord commencer par le journalisme. Ah, donc c'est la voie obligée. Oui, voilà. Vous n'aimez pas le journalisme, hein? Non, je ne pourrais pas dire que j'aime pas. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Non, pas du tout. Ah bon, parce que ce que vous voyez... Très vite, donc ah non, il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Okay. Alors, à ma droite, merci donc d'être là. À ma droite, le seul garçon d'ailleurs de cette série, parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. Sur 10 stagiaires, on nous a envoyé un seul garçon. On ne s'en plaît pas parce qu'il en vaut beaucoup aussi. Menda Pinti, bonsoir. Bonsoir, M. Willy. Alors, vous et moi, nous avons une petite relation de prénom. Hein. Vous avez un prénom que je n'ose pas prononcer, mais c'est lequel le prénom? Le prénom, c'est Guédalia. Guédalia, vous voyez, c'est comme une série, hein, dans les séries actuelles. Guédalia, ça signifie quoi? Lorsque j'ai consulté, on m'a dit que c'est la main de l'Éternel. Guédalia, la main de l'Éternel, voilà. Très bien. Alors, pour faire court, nous l'avons appelé John Guédalia. Ça va très bien, John Guédalia, c'est un nom de série. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes aussi venu de l'IFASIC. Pourquoi vous avez choisi d'être journaliste, vous?
J'ai été fasciné depuis l'enfance, surtout journaliste de la presse écrite. Le fait ou la manière dont le journalisme en presse écrite élabore le sujet, le traite en profondeur, approfondit vraiment ce que je voulais dire. Donc ça m'a vraiment beaucoup fasciné. Et j'ai peut-être essayé, oui, je serai journaliste, mais de la presse écrite. Très bien. On a toujours un choix, mais la nature impose aussi d'autres choix. La dernière sur la première liste, première série, c'est Merseni. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Alors, votre nom complet? Je réponds au nom de Lubondondombasi. Merseni. Merseni. Ça signifie quoi, Merseni? Ça signifie merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Vous avez des raisons de remercier le Seigneur? Oui. Lesquelles, par exemple? Pour tout. Pour tous ces bienfaits dans ma vie, toutes ces bonnes choses, ces grâces. Très bien. Nous devons donc, nous aussi, avoir de la gratitude à l'égard du Créateur. Nous allons commencer cette série et je vais garder donc deux invités permanents. J'aurai donc Pindi à droite et Merveille à gauche et ainsi de suite. Les autres, vous allez les découvrir au fur et à mesure que nous allons commencer. Alors, nous allons prendre un premier reportage. Nous allons commencer par Merveille qui va nous dire un tout petit peu quels sont les sujets qu'elle a abordés. Elle a écrit beaucoup de papiers, mais elle a choisi 2 papiers pour nous les présenter. C'était quoi, en fait, ce stage, ces papiers? Merci, messieurs. Déjà, le premier papier, c'est sur Pakadjouma. Et ensuite, sur la vente des lits en bois à Limité Première. Alors, parlons de Pakadjouma. Je crois que à la régie, là, je vois des gens commencer à sourire quand on dit Pakadjouma. C'est quoi Pakadjouma? C'est quoi? C'est un nom d'album ou c'est quoi? C'est le nom d'un quartier dans la commune de Limité. Un quartier habité par les Mongos, généralement ceux qui viennent de Mbandaka à l'Équateur. Et un quartier où on retrouve beaucoup de sortes de personnes. Et un quartier construit par des maisons en tôle, usagées. Et là-bas, on retrouve de jeunes filles qui se prostituent pour avoir de l'argent et de quoi vivre. Alors, on va d'abord corriger un tout petit peu les quartiers Pakadjouma, comme elle a peut-être trouvé qu'il y a des Mongos, mais il y a aussi d'autres ethnies. Hein? Oui. Donc, voilà. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un quartier qui est construit un peu sous le précaire parce que ce terrain appartient à l'ONATRA. C'est un terrain qui appartient à la Société nationale des transports. Et il y a eu beaucoup de problèmes à l'époque. Il y a même des gens qui avaient construit des maisons là-bas, mais qui ont été détruites. Alors, pour pouvoir survivre à tout ce que nous avons comme calamité, mais pour certaines personnes qui viennent, comme vous l'avez dit, de l'Équateur, qui viennent un peu vers le long du fleuve, ils trouvent des moyens d'avoir ce qu'on appelle le 55, donc les maisons en tôle. Alors, comment? Expliquez-nous. Vous arrivez à Pakadjouma, on vous accueille comme une princesse? Ah non. Ça se passe comment? Déjà, c'était pour moi une première fois d'arriver à Pakadjouma. Avec beaucoup de stress, avec tout ce qu'on a toujours entendu sur Pakadjouma, c'était pas facile. Mais quand même, je me suis forcée parce que le travail m'obligeait. Et j'ai fait mon constat sur terrain. J'ai vu les enfants en train de jouer par terre, la boue partout, de l'eau, les déchets aussi. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer une jeune fille. Et elle m'a quand même parlé des Pakadjouma et puis elle m'a donné des détails sur comment est-ce qu'ils vivent là-bas pour gagner au fait leur vie, surtout chez les femmes. Et c'est beaucoup plus la prostitution qui règne là-bas. Les gens n'ont même pas besoin de matelas ou bien des hôtels pour pouvoir pratiquer. Et ils ont besoin juste d'un pagne ou bien même des sols pour pouvoir vivre cette prostitution et ensuite gagner peu, 2000 ou 3000 francs congolais, quelque chose qui n'est même pas trop rentable. Mais quand même, ils n'ont pas le choix parce que la vie oblige. Quand on est journaliste et qu'on est confronté à une telle réalité, quelles sont les considérations qui vous passent à l'esprit? Vous dites quoi? Bon, c'est la pauvreté au fait qui pousse ces jeunes à pouvoir se comporter ainsi. Le manque d'éducation et puis ils n'ont pas eu la chance de fréquenter les écoles pour pouvoir être instruits. Alors ils n'ont pas d'autre choix que de vivre dans ça. Alors le titre de votre article c'était Pakadjouma, un monde et un mode de vie. Voilà. C'est la prostitution, elle est autorisée dans ce pays?
Bon, jusque-là, l'État n'interdit pas la prostitution, il n'autorise pas non plus, mais il ne dit rien sur ces sujets. Et bien qu'il y a une loi qui interdit le proxénétisme. Oui, c'est interdit. Et puis, le maison close, ça c'est punissable ici au Congo. Mais jusque-là, ils n'ont pas fixé une loi qui interdit la pratique de la prostitution ni qui autorise cette pratique. Si les gouverneurs qui nous suivent ce soir, écoutez, appelez-moi un peu cette journaliste de Géopolis, qu'elle me donne des conseils. Qu'est-ce que j'ai fait avec Pakadjouma? J'ai détruit, j'ai fait quoi? Vous direz quoi? Personnellement, je dirais de créer des ONG pour pouvoir encadrer ces jeunes qui sont dans le manque et leur donner le moyen de pouvoir travailler, même s'ils n'ont pas eu la chance de fréquenter les écoles, mais quand même faire de petits trucs qui vont permettre à ceux qui puissent gagner peu et pour vivre bien en fait. Nous allons clôturer ces premiers sujets de Pakadjouma. Nous étions simplement en train d'illustrer. C'est juste un article de presse qui pourrait faire l'objet d'une enquête. Mais je vais quand même demander aux autres, qu'est-ce que vous pensez de cette question de Pakadjouma, Pachela? Oui, Pakadjouma, c'est un endroit où on voit les jeunes filles qui pouvaient aller à l'école, mais ils sont là-bas, ils font de la prostitution. Et moi aussi, je dirais que si l'État congolais pouvait faire quelque chose, c'est de créer des centres de formation, par exemple pour les filles mères, pour faire par exemple la couture. Ça va leur permettre de gagner quelque chose, créer comme Merveille lui a dit, des ONG. Ça va vraiment aider, au lieu de détruire, on peut détruire, mais quand même faire quelque chose qui va permettre à ce qu'ils gagnent un gagne-pain. Très bien, nous allons passer à un deuxième sujet, vous allez avoir le temps d'intervenir. Effectivement, à Pakadjouma, la pratique de ce que nous venons de dénoncer se fait souvent, malheureusement, souvent sans confort, donc c'est sur des nattes, etc. Et Merveille vient de décrire tout cela, mais un peu plus loin de Pakadjouma, il y a eu un marché. Curieusement, un marché où il y a beaucoup de lits. Ces lits-là sont non achetés, non utilisés. Et si vous passez à cet endroit, vous trouverez beaucoup de lits qui passent la nuit dehors sans personne. Alors qu'à Pakadjouma, on aurait bien besoin de ces lits. Alors, c'est le deuxième reportage que cette demoiselle nous propose. De quoi s'agit-il? De la vente de lits en bois, à Limité, première rue. Déjà, le fondateur, c'est cette usine de fabrication a été conçue en 2006 par un certain monsieur au nom de Sami. Il a eu cette idée. Donc l'usine de fabrication se trouve au même endroit? L'usine c'est vers poids lourd, mais le marché. Oui, les marchés c'est à Libété et puis non loin de l'église Philadelphie, voilà. À côté de Ndolo. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce marché? Bon, déjà, de nos jours, les gens préfèrent beaucoup plus acheter le lit en métal, mais quand même, ça ne les empêche pas de continuer à fabriquer ces lits. Bien que ce n'est pas très rentable, cette fabrication de lits, ni la vente, mais quand même, ils font avec. Parce qu'on passe tout le temps là-bas, on voit que ces lits, il n'y a pas de... Rarement, il manque de rupture. Oui. Donc, vous pensez que c'est un travail qu'ils auraient pu laisser? Moi, je trouve que oui, parce que les lits, déjà, ça ne s'achète pas à tout moment. Et de nos jours, les gens ne préfèrent pas pour éviter le punaise de lit. Donc, les gens préfèrent beaucoup plus aller sur Complex et autres, acheter des lits en métal. Et les lits en bois, en tout cas, c'est quelque chose qui est... S'il y avait une connexion avec Pakadjouma, c'est lui-là où vous trouverez, en tout cas, preneur. Merci beaucoup, Merveille, d'avoir travaillé assez durement pour ça. Nous allons vous garder parce que vous interviendrez sur d'autres sujets. Nous passons donc à mon ami de droite, Menda Pindi, John, Don de Dieu, Guédalia. Voilà. Alors, vous nous apportez d'un sujet, vous avez travaillé sur deux sujets. Prenons le premier, c'était lequel? Je parlais sur la place culturelle d'Inka. Parlez un peu fort, à la télévision on a... Voilà, c'est la place Inka, fort. qui jadis c'était un lieu culturel, mais aujourd'hui on peut l'appeler un lieu commercial. Parce que j'étais sur terrain, j'ai remarqué, ce que j'ai remarqué, je le trouvais déplorable.
avant de m'y rendre, j'ai eu des informations de... Voilà, comment c'est déjà publié. J'ai eu des informations là-bas sur l'endroit, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était. Bah, le vieux m'ont beaucoup plus renseigné, que c'était un lieu qui faisait la fierté de Kinshasa. Déjà, elle a été construite à la manière des Américains. Et aussi, c'est que il y avait des salles, il y avait une formation. C'était vraiment beau. Et surtout que IMCA regorgeait en son sein de formateurs, de hauts cadres, et que c'était un espoir pour la jeunesse congolaise, à l'époque qui aspirait à l'indépendance et qui devrait être indépendant, mais ayant au moins une culture, un savoir, et voilà, c'était ça. Et lorsque je suis arrivé, vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à IMCA? On a quoi? Aujourd'hui, en fait, c'est toutes les salles qui occupaient je peux dire les étudiants. C'est maintenant des lieux commerciaux, des centres, c'est loué par des maisons d'habillement, par de... C'est devenu un centre commercial, hein, ça a progressé. Voilà. Alors, dans l'histoire, IMCA a joué un rôle. Vous avez quand même pu découvrir le rôle historique. Voilà, c'est ce qui m'a même amené là-bas. Parce que le 4 janvier 1959, il y a eu le martyre de l'indépendance. Tout a commencé là-bas, lors d'un meeting qui a été prévu par la BACO à travers son président Joseph Kasavubu. Il devait tenir un meeting pour inciter le jeune à avoir un esprit de la révolte pour précipiter l'indépendance. Je rappelle, c'était le 4 janvier 1959. Tout a été déjà organisé, mais le pire est que lorsque M. Kasavubu était arrivé, le discours, bien le meeting, tant entendu, n'était pas vraiment du tout autorisé par les autorités coloniales. Bon, il s'est forcé. Hein. Il a tenu le meeting sans micro, sans quoi. Et d'ailleurs, avec le mot qu'il avait dit dans son discours a vraiment incité beaucoup de jeunes. Et après quelques minutes, la police est arrivée pour disperser les gens. Alors, lorsque je parlais à M. Adrien Otini, qui est là, il est aussi paritaire à l'université IMCA, il m'a dit, plus que les autres disent que non, le meeting ne s'est pas du tout tenu, mais c'est faux. Il s'était tenu, le meeting. Il avait parlé, mais bon, ce n'était pas vraiment de longue durée. Et lorsque la police était là, tout était déjà fait. Déjà, le jeune était déjà... Et donc, il y a une université maintenant à l'IMCA. Oui, il y a une université, mais qui malheureusement a encore ses portes sont encore fermées suite au manque de moyens. Donc, c'est une université fermée. Oui, 2 ans déjà. Alors, ces reportages vous a appris quoi? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Vu ce qu'est IMCA et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ça m'a fait du mal de voir ces centres avec tout ce que M. Adrien m'avait expliqué sur la formation de jeunes, tout ce qu'il a inspiré pour la jeunesse congolaise et que cela tombe en faillite suite à la Deuxième République, je crois, au gouvernement de M. Mobutu, l'ancien président, qui a confisqué d'abord le patrimoine. Alors ça m'a vraiment fait du mal, très mal. Je manque même des mots. Oui, très mal, je manque même des mots parce que... parce que j'ai dit, si j'étais peut-être à l'époque, j'allais bénéficier de beaucoup. J'allais bénéficier de beaucoup de ce qui a été formé là-bas. Les formations étaient vraiment d'une très bonne qualité. Une éducation parfaite qui changeait les élites. Alors, en quittant IMCA, quand vous étiez déçu, vous avez trouvé que c'était pas bien, vous êtes arrêté un peu au coin, là, vous mangez des cabris. Parce que le deuxième papier que vous nous proposez, c'est la vente des cabris. Oui. En fait, c'est à Matongé. Oui. Comme mes parents me disaient, vous savez, c'est comme l'ampleur de Matongé, c'est comme l'ampleur de Paris. On ne peut pas dire que j'étais à Paris sans passer par Matongé. Oui. On ne peut pas dire que j'étais à Paris sans avoir une photo sur la Tour Eiffel. On ne peut pas dire que j'étais à Kinshasa sans passer par Matongé. Oui, à Matongé. Et à Matongé, vous avez vu la vente des cabris. Oui. C'est quoi cette affaire-là? Voilà. Tout d'abord, c'est une ancienne histoire, ces affaires des cabris. Il y a le Sénégalais, M. Diallo, il était aussi diamantifère. C'est lui qui a commencé ce commerce des cabris, de chevreaux qui ont 15 mois. Et il le vendait surtout pour sa bonne odeur et la chair était encore fraîche pour le consommer. J'ai trouvé des amateurs, oui, voilà, ça sent même. Voilà. Santé, hein, santé. Oui, j'ai trouvé ceux qui préfèrent ce cabri, ils ont dit, bon, en fait, on l'aimait parce que M. Diallo avait une main un peu qui était extraordinaire. Quand on mangeait, on sentait. Évidemment, pour les jeunes ne le savent pas, mais Matongé, à un moment donné,
les gens venaient en voiture et faisaient la file pour aller manger ces cabris-là. C'était des cabris très très célèbres. Alors, nous allons prendre une petite transition avant de continuer cette émission. Régie. Spécialisé dans les mines, hydrocarbures et bois, Géopolis Magazine vient de paraître. Au sommaire de ce 66e numéro, édition spéciale d'IRC Mining, du pays solution aux solutions pays, la République démocratique du Congo, Tang. Semaine minière de la RDC, Samalou Kondé étale la vision du gouvernement sur l'industrie minière et l'agriculture. Écotourisme et création d'emplois, Barrick Gold Corporation réintroduit les rhinocéros blancs dans le parc national de Garamba. Nouvelle vision pour retrouver sa grandeur, la générale des carrières et des mines, GKMine SA, se fixe un nouveau cap. Déploiement des cadastres miniers dans le Congo profond, Jean-Félix Moupandé frappe un grand coup. Inauguration du laboratoire moderne du CSC à Mosompo, une nouvelle vision de l'analyse minérale en RDC. Alerte toujours dans ce numéro, Félix Tshisekedi en Chine, bilan d'un voyage hautement stratégique. Dans le secteur des hydrocarbures, Kinshasa et Luanda s'accordent pour l'exploitation commune des ressources pétrolières dans la zone maritime d'intérêt commun. Après les dénouements du dossier Datcom Mining SA, Célestin Kibeyaka Bemba rassure, la Cominière SA a maintenant la possibilité de négocier un contrat gagnant-gagnant sur le lithium de Manono. Géopolis Magazine en vente partout, Géopolis Magazine encore et toujours. Lisez et faites lire. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Chemin Critique reçoit les plumes montantes, vous avez vu. C'est comme ça que nous les avons appelées. Ce sont des plumes montantes parce qu'elles vont monter dans l'ascension professionnelle. Elles vont devenir un jour des plumes affirmées que nous appelons en fin de compte des signatures. Ça commence un jour, mais il faudra prendre le temps de les laisser écouter et de travailler. Nous continuons donc avec un autre témoignage d'un reportage, c'est avec Pachela Poiti. Nous quittons donc Matongé, il fait très chaud, il faut que ceux qui sont en vacances puissent se rafraîchir. Nous allons donc à Limete où il y a un centre créatif et nous trouvons Pachela Poiti qui est allé, qui nous a précédé, qui en a fait un reportage. Pachela, de quoi s'agit-il? Le cercle récréatif Teresita est un site de loisirs réservé aux enfants et aux adultes dont on trouve plusieurs activités. Il y a la piscine, il y a les tennis, il y a aussi le terrain de basket. Alors, quand vous êtes arrivé là-bas, ça s'est passé comment? On vous a ouvert les portes? On dit voilà, oui, la sponsor est arrivée. Oui, sans problème. Je suis venue, donc, une personne qui est venue nager est arrivée là-bas. J'étais sous les casquettes d'une journaliste. Et... Vous avez nagé aussi? Non. Pourquoi vous ne savez pas nager? Oh là 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 là, c'est un vrai problème dans ce pays. Hein? Les jeunes ne savent plus nager. Nous, on a vécu au village, hein? On allait dans les rivières, on savait nager, mais vous ne savez pas nager. Pourquoi? Je pourrais dire que j'ai peur de l'eau. Malgré que de l'eau est un élément primordial, voilà, est un élément vital de premier ordre de vie pour l'homme, mais j'ai peur de l'eau, je pourrais dire ça. Alors pendant ces vacances, est-ce que les jeunes se sont amusés? Est-ce qu'il y a quand même des centres qui sont ouverts comme ceux de Limete, ou bien qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, il y a des centres à la 13e rue, la 14e rue et à la 4e rue jusqu'à la 6e rue industrielle. Il y a des centres. Qu'est-ce qu'on y pratique comme... Parce qu'en réalité, ça doit être un divertissement sain. Oui, il y a les parcs d'attractions, il y a la piscine, il y a les tennis, surtout plus au cercle récréatif Teresita. J'ai vu, il y avait vraiment des jeunes pour le terrain des baskets et aussi la piscine. Qu'est-ce qui a été difficile dans ce reportage? C'est juste que les enfants ne voulaient pas que je puisse les filmer. C'était ça l'élément difficile. Mais après, c'était pas compliqué pour faire le reportage concernant les activités des vacanciers. Quel conseil on peut donner aux autorités? De faire plus de centres, de faire plus de parcs d'attractions pour les enfants et surtout de permettre à ce que, par exemple pour la piscine, ça coûte. C'est pourquoi ce qui fait aussi que les enfants ne puissent pas trop nager. Si on mettait à un prix abordable, ça va permettre à ce que les parents accompagnent leurs enfants pour prendre des cours de natation. Et c'est vraiment important parce que la natation est un sport relaxant et c'est aussi une excellente activité cardiovasculaire. Donc c'est vraiment important pour le corps. Donc, voilà.
Voilà, vous voyez que vous commencez à aimer le journalisme, hein, ça vous a appris tout ça. Oui, c'est vraiment. très bien. Merci, merci beaucoup, Pachela, d'avoir été à ce reportage et surtout d'avoir donné vos témoignages. Alors, en face de vous, nous avons Merseni. Vous avez été... Nous avons quitté un tout petit peu les gens libres. Nous remontons un peu vers Bandal et nous allons vers Selembao. Et c'est la prison centrale de Makala. Comment on peut aller faire un reportage là-bas? Vous n'avez pas eu peur? Si, j'ai eu peur. Ça Pourquoi? va, Pourquoi on a peur de la prison alors qu'on n'a rien fait? Premièrement, ça n'a pas aussi été facile pour faire la descente et puis réunir quelques informations. Ça n'a pas vraiment été du tout facile. Pourquoi? C'est pas loin. Physiquement, vous êtes arrivé. Pas loin, mais pour y entrer, on m'a obligé à ce que je montre le document pour y parvenir et pour permettre à ce qu'on puisse me fournir des informations. Qu'est-ce que vous avez découvert à Makala? C'est très beau. Oui, c'est beau. Mais je ne suis pas entrée, malheureusement. Mais comment vous savez que ces conditions sont mauvaises? J'ai interrogé un policier qui m'a aidé. Puis j'ai consulté une maman qui a été incarcérée en prison et puis elle a eu à me donner certaines informations. C'est comme ça que vous avez dit que les conditions sont mauvaises? Oui, c'est ça qui m'a permis. Qu'est-ce qui est mauvais là-bas? Parce que c'est beau. Bon, les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent, il y a certaines qui vivent d'une vie normale et pour certains, la vie aussi c'est difficile pour manger. Parfois, il y a d'autres qui font une semaine sans manger. Oui, ils restent là sans manger. Pour manger, il doit chercher à demander à l'autre. Et si aussi l'autre refuse de lui donner à manger, il reste comme ça. Oui, ce n'est pas un lieu de plaisance, ce n'est pas à la 13e rue. Hein? Donc, ce n'est pas là où on va s'amuser pour nager. En prison, on va nager dans ses péchés. Donc, on va payer, en fait, ce qu'on a fait à la société. Alors, quel conseil vous donnez aux autorités? Parce que vous avez été là, vous avez entendu. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comme conseil aux autorités, j'aimerais dire aux autorités d'essayer un peu d'aider ces prisonniers, d'essayer un peu de fixer l'heure à laquelle peut aussi donner les repas aux prisonniers parce qu'ils sont aussi des humains comme nous. Ils ont besoin de prendre de l'eau, de manger, de se détendre et tout ça. Très bien, ça n'a pas été facile, hein? Et l'écriture, c'était difficile? Un peu. Elle est encore là, hein? Il faut se battre, il faut rester, ce sont les plumes montantes. Et nous allons continuer, nous prenons une petite transition musicale qui va nous permettre d'accueillir d'autres plumes montantes ici. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot au-delà de tous mes mots, je te dirai que je t'aime, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Chemin Critique revient après cet intermède musical.
Là aussi, nous avons des talents qui montent. Ici, nous avons des plumes qui s'affirment. Alors, nous revenons sur ce plateau. Nous recevons encore deux autres plumes montantes. Mademoiselle Bola, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va très Un bien. tout petit peu stressé? Pas trop. Ah, ça va, c'est déjà bien. Donc, on a une journaliste en herbe. Pourquoi vous avez voulu faire le journalisme? Déjà, moi, je suis là parce que c'est un chemin obligé pour devenir ce que je veux. Voilà pourquoi, quand j'étais à l'IFASIC, on m'a orienté d'abord à commencer avec le journalisme avant d'emprunter d'autres chemins. Donc, voilà pourquoi je suis là. D'accord, c'est un chemin obligé. Nous sommes ici donc avec une prisonnière à qui on lui a déjà inscrit. Elle a une peine à assouvir. C'est très bien. Soyez donc la bienvenue et soyez à l'aise sur ce plateau parce que nous sommes en train de discuter des choses que vous connaissez. Il n'y a pas de mystère. Le journalisme n'est pas un lieu de mystère. En face de vous, mademoiselle Kazadi. Le prénom c'est qui? Eldi Kazadi. Vous aussi, c'est un chemin obligé? Bon, par rapport à moi, c'est un peu différent à elle parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que j'étais petite. Donc, être une star? Non, pas être une star, mais j'aime passer ça. À la télé. Passer à la télé, c'est quelque chose que j'ai toujours comme Chantal Kanyumbo. Nancy Odia. Ah, c'est plus elle qui m'a motivée. Nancy, c'est vrai, hein? Chantal Kanyumbo, c'est un peu notre génération. Nancy Odia, c'est vous. Alors, je salue Nancy Odia là-bas, où elle est chez elle avec ses enfants et un clin d'œil à son mari. Alors, elle a donc créé aussi des émules. Sur ce plateau, il y a Eldi Kazadi, qui a trouvé par elle un modèle. Alors, vous avez effectivement écrit, je commence par Bola, vous êtes allé faire un reportage sur quelque chose d'assez croustillant parce que les gens ont suivi ça. Vous êtes allé l'espace Macron à Bandal. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Premièrement, quand on m'a donné ça comme sujet, je me suis dit, waouh, c'est pour moi aussi une occasion d'aller voir les lieux parce que j'attends parler, mais je ne connais pas. Et quand je suis descendue, la personne qui m'avait donné l'adresse avait un peu fauché, je me suis perdue. J'ai pris la moto, il me devait que je devais normalement payer beaucoup d'argent parce que même le motard ne connaissait pas les lieux. Et arrivé à un lieu, on a demandé à un garçon, et pourtant on était juste à 2 pas pour arriver. On a demandé à un garçon, il m'a dit, tu peux descendre, tu es déjà arrivé. Et j'entre, je vois les lieux, je me suis dit, il n'y a rien de grave ici. Et je me suis assise, bizarrement, personne ne s'est intéressé à moi. Déjà, je ne savais pas comment commencer quand on entre dans un bar, je ne savais pas. Je suis entrée, j'ai commencé à manipuler mon téléphone, à prendre des photos, en espérant qu'une personne allait venir me demander comment on fait dans des restaurants. Qu'est-ce que vous prenez? Personne n'est venu. Je prends du Macron. Hein? Personne n'est venu. Et du coup, j'écoute la serveuse qui discutait avec un gars qui était là, en disant qu'il n'y avait plus de secret, il n'y avait que de la bière. Je me suis dit, waouh, je suis coincée, il n'y a même pas de secret. D'ailleurs, moi, je ne prends même pas la bière. Je dis, ok, donc je ne vais rien prendre. À un moment donné, la serveuse est passée. Je l'ai appelée. Elle s'est mise à côté de moi. J'ai demandé que je puisse m'entretenir avec elle. Elle était aussi gentille. Elle s'est assise à côté de moi. On a commencé à parler. Et c'est à travers elle qu'elle m'a raconté les informations. C'est quoi l'espace Macron? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on appelle l'espace Macron? Auparavant, ça ne portait pas le nom de Macron. Au début, il n'y avait même pas de nom parce que ça venait de voir à nouveau le jour. Donc c'était à peine une nouvelle, Même pas une année. Ça venait à peine de voir le jour. Et après le passage de Macron, les gens ont dit au propriétaire du bar, ils l'ont influencé, que tu dois donner le nom pour que les gens puissent se référer directement à ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un bon jour. Déjà, les gens disent qu'ils savaient que Fally devait venir à Bandal parce qu'il est Ndalois, comme les Bandal les dit, les gens qui habitent Bandal. Et il devait venir dans l'avenue où il a grandi, l'avenue Sumbi. Et arrivé là, il cherchait un endroit, il était accompagné de Macron, il cherchait un endroit où passer un peu du temps, mais qui est au principal. Et quand il s'est promené, du coup, ils sont tombés sur les fameux bars. Ils sont entrés. Et donc, c'est par hasard ou bien c'était pas choisi? Vous êtes sûr que c'est par hasard? C'est qu'on vous a dit? Oui, je me suis même renseignée aux gens qui étaient à l'extérieur. Ils disaient qu'ils étaient en train de marcher, en train de regarder de gauche à droite. Donc, ils sont entrés dans ces bars par hasard? Par hasard. C'était pas planifié? Ouais. Et l'espace Macron est devenu aujourd'hui un espace touristique? Oui. Alors, c'était bien d'écrire ce papier? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Bon, ce que j'ai appris de nouveau, à part l'histoire, j'ai appris ce qui se passe dans 2 bars. Parce que je n'étais jamais entrée, j'ai appris ce qui se passe à l'intérieur. Quel retard pour une jeune fille. J'ai appris ce qui se passe à l'intérieur, comment on accueille des gens. Donc je ne dois pas attendre qu'on vienne me demander comment on fait dans des restaurants. Je dois aller m'approcher vers celui qui sert pour lui dire que non, tu m'apportes ça, tu m'apportes ça.
Très bien. Alors, par rapport à cette affaire de Macron, je reviens à ma co-présentatrice. Y a-t-il quelque chose à dire, une question à poser à Bola? Bon, pas grand-chose à dire parce que déjà, elle a donné beaucoup de détails. Et son reportage est clair. Elle a insisté aussi sur ce qu'elle a présenté. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout va très bien, donc. Oui, oui, ça va. Donc, ce n'est pas... non, il va se fâcher après si je lui pose une question difficile. Non, ça n'a rien à voir. Alors, très bien. Donc, nous allons traverser l'espace Macron. Nous allons vers Kimbondo. Le pont du Rabandal, hein. On se promène et voilà, on tombe sur Kimbondo, sur une résidence. On nous dit non, c'était la résidence du maréchal Mobutu. À l'époque, il n'était pas encore président, mais il a habité Bandal. Lui aussi, c'est un Ndalois, n'est-ce pas? Voilà. Donc d'un Ndalois Fali Poupa à un autre Ndalois Mobutu, il n'y a qu'un pas à franchir. Et vous avez franchi ces pas. Expliquez-nous un peu l'histoire de la résidence. L'histoire de la résidence, déjà, un vrai Ndalois connaît que c'est la résidence de Mobutu, du fait Mobutu. Et quand on m'a donné ça comme sujet, je suis allée sur le terrain parce que déjà, au moins là-bas, je connaissais déjà l'endroit. Donc, il n'y avait pas de complications. Je suis allée, je suis entrée, j'ai été bien accueillie. Mobutu lui-même était là. Non, Mobutu est déjà décédé. Ah bon, vous m'informez. Il est déjà décédé, ouais. Je suis entrée, j'étais accueillie par le secrétaire, un secrétaire et un membre de la sécurité. C'est un membre de la sécurité qui m'a conduit chez le secrétaire. Je suis arrivée là, j'ai commencé à les interroger. Je me suis d'abord présentée. Je suis Béni Bola, je suis journaliste stagiaire à Géopolis Abdo. Et ils m'ont réussi, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi. J'ai dit, premièrement, avant de commencer, vu que je n'avais pas de carnet, je dois activer l'enregistrement. Pour ne pas oublier ce que vous avez dit. C'est une erreur aussi, hein. Comme journaliste, on ne va pas sur le terrain sans son calepin. Mais avoir le carnet, ça ne dérange pas, mais dans de milliers, on peut compliquer, genre, tu vois, avec le carnet, et on dit... Ah, donc les téléphones, c'est mieux, hein. Donc, ils peuvent même pas remarquer. Votre carnet. Ah, ils ne peuvent même pas remarquer que je suis en train d'enregistrer. Très bien. Voilà. Alors, c'était donc cette résidence. Elle est bien, elle est restaurée, ou bien quelqu'un vit là-bas? Aujourd'hui, là, j'ai vu, c'est le QG de 2 partis politiques à l'intérieur. Mais on m'a informé que la maison appartient jusqu'à ce jour à la famille Mobutu. Bien sûr. Très bien. En tout cas, félicitations pour ce travail. Hein. Nous avons vu des jeunes journalistes en train d'aller vers l'information. C'est le terrain seul qui forme. Sans terrain, il n'y a pas de conscience journalistique. Sans terrain, il n'y a pas de réflexe journalistique. Il faut donc aller sur le terrain. Il ne faut pas rester derrière vos écrans, en train de télécharger, en train de vous enfermer, écrire des choses que vous n'avez pas vérifiées. Il faut donc aller sur le terrain. Nous allons donc passer à votre voisine, Eldi Kazadi. Eldi Kazadi, elle est restée toujours à Bandal. Hein. Vous voyez, nous sommes toujours à Bandal. On a quitté Mobutu, on a quitté Fali et Macron. Bon, on est sur l'avenue d'Ibamboma. Cette avenue-là, c'est quoi cette avenue? Déjà, quand j'ai reçu ces sujets, je m'étais dit que c'était un sujet très important pour connaître un peu l'histoire de ce milieu parce que c'est ma commune et je suis née à Bandal, donc je devais avoir des informations sur ça. Dibamboma se situe dans le quartier Lumumba, dans la commune de Bandalungwa, et c'est à Dibamboma que le Wenge Musique a vu le jour. Le Wenge Musique a vu le jour. Le Wenge Musique était un groupe de jeunes, collégiens, de camarades de classe qui étaient amoureux de la musique et qui ont décidé de se réunir ensemble pour faire de la musique. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Alors je suis allée sur le lieu où ils faisaient leur répétition. C'est sur l'avenue d'Ibamboma numéro 373. Ah, d'accord. C'est là que cela se faisait, les répétitions. Et surtout que c'était un groupe qui ne portait pas d'abord le nom de Wenge Musica. Auparavant, c'était Celiostar. Celiostar. Oui, Celiostar. Et c'était un nom nommé par Aimé Bouanga. C'est lui qui a eu à nommer d'abord Celiostar. Et c'est devenu Wenge Musica le 11 juillet 1981. Bon, et pourquoi ils ont changé de nom? On ne l'a pas donné? Déjà parce que Wenge a été tiré par... il y avait un club de football sur l'avenue d'Ibamboma qui portait le nom de Wenge Foot. Ils ont pris Wenge et Musica, ils ont tiré ça de Viva la Musica. Donc c'était de Zamouré, de Papa Wemba, King Kester et Minea. Alors donc, ils ont choisi... Ils ont rendu hommage
à ceux qui venaient avant eux. Voilà, quand on fait le journalisme, on apprend ces choses. Oui. Donc, Wenge, c'est en fait aussi, c'est le nom d'un arbre, hein? L'arbre Wenge, d'accord? Voilà. Le bois noir. Donc, c'est le bois cher du pays. Et ces jeunes gens sont devenus aujourd'hui des monuments de la musique congolaise. Donc, vous avez l'avenir du Bamboma, c'est comment aujourd'hui? Propre. Il n'y a rien. Non, il n'y a plus rien. Il y avait juste l'espace d'Ibamboma. D'accord. Quelque part où on a dessiné une guitare. Ce sont les administrateurs du groupe qui ont baptisé ces lieux-là, espace d'Ibamboma, pour que les gens se souviennent d'eux. Très bien. Et on ne les a pas oubliés. Et le Wenge Musica, c'est devenu les 4x4. Ils ont fait l'histoire de notre pays. Et c'est parmi les meilleurs. Alors nous allons, j'espère que je suis en... Voilà, nous allons suivre un peu cette chanson qui a fait les succès de Wenge Musica. Et ça remonte à... C'est ancestral, hein, les images là. Oui. Nous revenons sur ce plateau, les images, vous avez remarqué, elles ne sont pas d'hier, hein, ce sont des vieilles images, mais ça reste quand même les images de Wenge Musica. C'était la chanson qui a vraiment permis au public zaïrois de l'époque, un Congolais aujourd'hui, de découvrir ces jeunes gens qui allaient bousculer, qui allaient devenir la 4e génération de la musique congolaise. Aujourd'hui, c'est avenu et c'est une très bonne chose que nos journalistes sont allés sur le terrain.
L'avenue d'Ibamboma, c'est une avenue qui devrait avoir un musée. Parce que les Wenge Musica, ils ont construit notre identité musicale. Aujourd'hui, la rumba est devenue un patrimoine universel. C'est aussi grâce aux Wenge. Je reçois donc deux autres plumes montantes, qui sont d'ailleurs à ma gauche, à moi, à votre droite. Je reçois Eunice Camputo. Camputo, c'est ça? Eunice, ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, il n'y a pas de stress, tout va bien? Oui, ça va. Ça ira, ça devrait aller, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi de faire le journalisme? En vrai, j'ai choisi à faire la communication. Oui, parce que le journalisme, les gens n'aiment pas beaucoup. Mais pour arriver là, il faut commencer par le journalisme. journalisme. Le journalisme, c'est la base. Très bien. Et vous êtes là à Géopolis parce que vous êtes venu en stage. Et ce stage vous a amené à faire un certain nombre de reportages dont nous allons parler. D'accord? Ok. En face de vous, une autre que je reçois, c'est Bongo. Le prénom? Mon prénom c'est Eliel. Iliel. Vous voyez, les prénoms ont changé. Hein? Iliel, c'est le nom d'un ange. Hein? Alors, vous aussi, c'est la communication qui vous intéresse, non le journalisme? Bon, en fait, c'est depuis mon tendre enfance, j'avais voulu faire le journalisme. Après, j'avais changé d'idée. Je voulais bien être communicologue. Alors, arrivé une fois à l'IFASIC, on m'a dit que pour que j'arrive à arriver en communication, il faut j'aurais commencer par le journalisme. Vu que c'était aussi quelque chose que je voulais. Très bien. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein? C'est juste une question de posture. D'accord? On s'adresse à un public fermé ou un public ouvert. Ce n'est donc pas un problème. Ça va? Hein? Ok. Alors, je reviens donc à Eunice. Eunice, nous avons été à Bandal tout à l'heure. Nous avons vu Dibamboma, l'avenue qui a vu naître les Wenge Musica. Nous venons de prendre les véhicules et nous rentrons à Matongé. Nous rentrons à Matongé parce que nous y avons laissé quelqu'un qui est toujours en train de manger les cabris. Il est toujours là en train de manger les cabris. Il n'a pas quitté Matongé. D'ailleurs, de cabris, il n'a pas beaucoup parlé. Mais vous nous amenez au village Molokai. C'est quoi le village Molokai? C'est la composition de 5 avenues du quartier Matongé. Vous avez en tête ces avenues-là? Oui, quelques-unes. Il y a Massimanimba, Oui. India, Kanda, Oshwe et il manque une avenue. Il faut prendre simplement Molokai. Okay. M comme Massimanimba, O comme Oshwe. Voilà, et puis India. Regardez là-bas, regardez. Molokai. Okay. Nous avons Massimanimba, nous avons Oshwe, Lokolama Kanda et India. Voilà. Et le O là, c'est quoi? Le deuxième O? C'est Lokolama. Lokolama, voilà, très bien. Donc, alors, quelle est la particularité de ces avenues? Bon, ces avenues, ce sont des avenues qui est très mouvementée. Oui. Il y a vraiment de l'ambiance là-bas. C'est... Qui a donné ces noms-là? Le défunt artiste Papa Wemba. Papa Wemba, c'est lui qui a donné. Hein? D'ailleurs, les médecins ne meurent jamais. On ne parle jamais des défunts, d'accord? Quand on parle des musiciens, on parle d'un artiste, on le cite comme s'il était encore en vie, parce que ses œuvres sont encore là, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous connaissez de Papa Wemba? Vous connaissez quoi? Bon, j'ai juste entendu quelques petites chansons. Hein. C'est tout. Et il a été aussi participant du film La vie est belle. La vie est belle. Bon, vous voyez que là, les jeunes commencent à oublier. Vous oubliez Papa Wemba. Alors, monsieur, Papa Wemba, c'est qui? C'est un artiste musicien, un célèbre d'ailleurs, avec beaucoup d'albums, surtout École, on l'a souvent avec, on l'appelait souvent maître d'école, le roi de la sape, c'est quoi ça? Ekumania, non, Mutazamani c'est qu'une question. Ekumania, et voilà, il avait beaucoup de surnoms, un grand musicien, un grand artiste musicien. Bon. Vous savez comment il est décédé? Sur une scène, oui. En pleine scène. Un héros en pleine scène. Oui. C'était où? À Abidjan. Tout ça, c'est il n'y a pas longtemps quand même. Hein? Vous êtes si jeune que vous n'avez pas de mémoire de tout ça. Ah, ça fait longtemps, hein? Quand même. Hein? Quand je vous retire vos âges, là, bon, que 2007, ce n'est pas hier. Hein? Papa Wemba est décédé sur la scène, d'accord?
à Abidjan, dans un festival organisé par les jeunes ici de l'orchestre célèbre qui est en Côte d'Ivoire. Comment on les appelle encore les jeunes là, les Gaouva qui ont chanté Gaouva, comment ils appellent? Le Magic System, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez appris encore dans ce reportage? Parce que vous avez écrit beaucoup de lignes. Comment les lignes ont disparu, maintenant vous ne parlez pas? J'ai appris qu'il a commencé la musique avant, à un jeune âge en fait. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a commencé avec la musique. Et c'est à 20 ans qu'il forme un groupe quand son père est mort au village Molokai, précisément sur Kanda, dans la parcelle familiale. Voilà, je vais vous donner quelques infos, comme ça vous n'oubliez pas du tout, d'accord? N'oubliez pas, hein? Maintenant vous n'allez pas dire que vous n'avez pas suivi. D'abord, il y a un village qui s'appelle le village Molokai, qui existe effectivement en Asie. On est d'accord? Voilà. À l'époque où Papa Wemba crée sa musique, il crée Viva la Musica, il y a, à l'époque, dans ce village, il y a une épidémie de lèpre. Donc il y a un père italien qui est en train d'aider les gens pour pouvoir sensibiliser, pour que l'on puisse faire, la communauté internationale fasse quelque chose pour le village de Molokai. C'est lui qui n'est pas à Matungé. Papa Wemba, c'était un grand artiste, mais il avait aussi une très grande philosophie de vie. C'est comme ça qu'il va, lui, reprendre ce combat-là du village de Molokai, et il va se retrouver que les 5 avenues, là où lui il vit, constituent effectivement le village de Molokai. Donc il y a une coïncidence de liens. Certainement, il était en contact avec des artistes, parce qu'à l'époque, il y avait des gens intelligents qui, par exemple, aimaient bien les intellectuels. C'est comme ça que le village de Molokai, qui est en fait 5 avenues à Matungé, qui constitue un peu ce qu'on appelle le cercle intime de sa musique. Et c'est là où il a donc évolué, et jusqu'à sa mort, cet endroit est resté un endroit mythique et tout le monde peut visiter. Donc il faut rester branché sur notre musique, hein? D'accord? Voilà. C'était bien le reportage à Molokai? Vous avez bu quelque chose, un peu de bière, tout ça? Non, non. Rien du tout? Non. Donc quand je suis arrivée là, la maison était déjà démolie. Il y a une autre personne qui a acheté. Ah, d'accord. La personne que j'ai interviewée m'a dit que c'est sa femme qui a acheté ça en 2021. Ah, donc pour pouvoir faire autre chose. Oui. Alors, parce que Papa Wemba devait rester immortel, je vous informe encore que la maison qu'il avait à ma campagne, elle, a été achetée par le gouvernement pour qu'on en fasse un musée. On est d'accord? Voilà. Très bien. Alors, nous passons à Bongo. Nous avons pris le bus, hein, on a quitté Matungé. Nous avons dit on va un peu se reposer vers le fleuve là. Et on arrive au Saut-Mouton. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait comme reportage? Voilà, quand j'effectuais mon reportage par rapport aux activités, par rapport à tout ce qui se passe autour de ce saut de mouton qui a été normalement fabriqué pour permettre qu'il y ait une bonne circulation de véhicules, mototaxis et autres, afin d'empêcher qu'il y ait des embouteillages et tout ça. Mais malheureusement, le désir que notre très cher président avait de montrer en construisant ce beau saut de mouton, actuellement nous retrouvons que ce même lieu devient encore un marché, je peux dire, où on retrouve de vendeurs de maquillage, de pain et tout ça. Tout cela, et sous ce même saut de mouton, on retrouve des gens qui ont pris ce lieu comme un arrêt de bus. Un arrêt où des motos, des taxis peuvent parquer pour prendre des gens. Et il y a même d'autres personnes qui vendent des légumes, à main le sol et tout. Est-ce que les activités commerciales autour du saut de mouton empêchent la circulation? Oui, fortement, parce que les activités se font en fait sur la route, là où les véhicules sont censés passer. Et c'est là où les vendeurs préfèrent se mettre pour faire... La police ne fait rien? Bien sûr, mais si je peux me permettre de le dire, la police elle-même aussi, elle est à la base de ce désordre en fait, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à gérer ces petits troubles qui se passent, et eux-mêmes ont créé encore autre chose. Donc finalement, le saut de mouton n'aura servi à rien? Bon, on serait servi à quelque chose si on y mettait encore un peu plus de rigueur autour de gens qui y vendent, et je pense que la circulation sera
très bien ouverte. Alors, vous dites quoi au gouverneur? Il vous suit, hein? Il est attentif à chemin critique, monsieur le gouverneur. Bien, il faudra que je m'adresse à monsieur le gouverneur. Très cher gouverneur, je vous prierai de bien vouloir renforcer la sécurité. Vos agents de l'ordre que vous avez mis, ils font leur travail, mais pas comme il se doit. Alors veillez bien, envoyer encore certaines autres personnes, s'il faudrait même changer de gens, afin de trouver d'abord un lieu pour ces gens-là qui vendent sur les sauts de mouton, parce qu'il y a un problème d'espace qui se trouve aussi. C'est ce qui les attire vers le saut de mouton. Et aussi pouvoir mettre des bonnes personnes qui peuvent gérer la circulation de ces lieux. Merci beaucoup donc à vous deux, mais d'abord je voudrais demander à mon ami à droite de poser une question à son ami de droite. D'abord, je te félicite, c'est une très belle explication. Alors, j'entends souvent que le saut de mouton n'a pas été inauguré. Est-ce vrai? Bon, par rapport à l'inauguration du saut de mouton, c'est qu'il y a eu plusieurs fois, on a eu à reporter les jours des inaugurations. Mais si j'ai encore une mémoire assez lucide, je me souviens d'un jour, parce que je suis à proximité de ce lieu, je me souviens un jour, un matin, je me rendais à l'école, j'étais encore en 6e des humanités, il y avait des gens, des autorités qui étaient là pour inaugurer ce pont. Alors on avait un peu interdit l'accès parce qu'il y avait des autorités qui étaient là juste après. Le pont a commencé à être utilisé. Oui. Nous allons prendre une petite pause, nous allons faire un peu allusion à Papa Wemba, qui a été le grand maître, le grand formateur des idoles, comme on l'a appelé. Il ne faut pas que les jeunes oublient de sitôt. Hein. Les jeunes, c'est ceux qui sont sur ce plateau. 10 ans dans la vie d'une nation, c'est beaucoup. Il y a des générations qui oublient. Nous allons donc suivre ces petites chansons de Papa Wemba, mais en tout cas une grande œuvre, et nous revenons sur ce plateau. Kana uta azalupemba azwaki bomba achache mami yake bayama moto influence à coup d'ailleurs. Elena koma na maplatro kai frume moto bamwela baba mwa bila wakafwa Nenga kolote, ululu kona, depas kodinga, legend memele. Petit alomina na ebi mome matin, na lelie, eldo chevina, irale humano mesti, ikambo bakotisa kie po aladela. Mama Wandro, Wana Kouteni Maki, cartes sur table, pour négocier, show business si maman vivra, verra. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin. Bébé Sakamoto yaya Pona lokotro Tolobaki moto ayebate Awele pifo C'est bon à faire allier Na kaviane Contre Sylvia qui pona lewa Moulakama Boba di mangana bana fireze Nous allons toujours à la tombe Bona combat Ikambo ezalaki nzoka mpona tayo ya mete mwana komore Ikambo ezalaki nzoka mpona tayo ya maroza Mene frechele Matenge nango Molikonga na kingo Elabonga na pere Ekomaki biso na mboka nipone. Voilà, sur le plateau, que vous avez vu avec surpris par la caméra. J'espère que la caméra va prendre celle qui vient de s'imposer à ma droite. Elle s'appelle Bikaï. Vous allez, j'espère que vous la voyez. Mademoiselle, on vous cache encore. J'espère que vraiment la caméra va la cadrer.
J'espère qu'on va la cadrer. Voilà, merci. Merci la régie, ce sont les aléas du direct, ça peut arriver. C'est donc une surprise dans cette présentation. Alors, c'est la dernière que nous recevons parce qu'elle a fait aussi un reportage. Qu'est-ce que vous a amené au journalisme? Déjà, c'est écrire qui m'a poussé à faire le journalisme. J'aime écrire, j'aime passer mon temps à écrire. Très bien. Alors, vous avez fait un reportage. Pouvez-vous nous parler un peu de ce reportage? Oui, j'ai fait un reportage sur le rond-point Gaba où j'ai expliqué comment rouler ou circuler à pied est devenu un calvaire. Et j'étais sur terrain et j'ai constaté que c'est vraiment beaucoup plus difficile que le piéton, les chauffeurs. Il y a vraiment des difficultés à circuler. Et aussi, à cause de quoi? Souvent, on m'a fait savoir par des roulages que c'est souvent à cause de les gros véhicules qui viennent du Congo central et qui se retrouvent au carrefour avec les taxis-bus. Et cette jonction-là qui pose les embouteillages. Un problème. Est-ce que il y a aussi au rond-point Gaba une station d'essence? Elle n'est pas à l'origine aussi de ça? La station d'essence, parce que c'est aussi un point où beaucoup de véhicules viennent. Oui, justement, la station aussi, c'est un point d'embouteillage. Mais j'ai discuté avec des chauffeurs qui m'ont fait savoir pendant les 9e Jeux de la francophonie, ce problème n'y était pas. Parce qu'il y avait des consignes, ils suivaient des consignes. Et moi-même, j'ai remarqué, une fois qu'on arrive à la station, il y avait vraiment, la route, elle était libre. La station, elle était vraiment évacuée. Il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas de piétons. Tout le monde respectait la ligne. Donc, le problème d'embouteillage, c'est un problème de discipline. Oui, de respect des consignes. Ouais. Voilà. Donc, une question, quelqu'un peut lui poser une question? Bongo, parce qu'elle était déjà au saut des moutons, hein, et le saut des moutons des pompages au rond-point Gaba, c'est toujours la ville de Kinshasa. Oui. S'il y a une question, comment j'aimerais la poser, c'est de savoir, après ce reportage que tu as effectué, qu'est-ce que tu conseillerais à nos chauffeurs? Parce que très souvent, c'est que les chauffeurs sont têtus, ils sont un peu impolis, très indisciplinés. Quel conseil tu peux leur donner afin de bien régulariser leur marche? Déjà, il y a un conseil que je peux donner, c'est de rester discipliné. Parce que j'ai constaté que la discipline évite les embouteillages. Puisqu'ils sont disciplinés, il n'y aura pas d'embouteillage. Ouais. Très bien. Merci Mbikaï. C'est la dernière d'avoir été avec nous, mais ce n'est pas la moins disante parce qu'elle a fait ce bon reportage. Il faut donc écrire, il faut aimer, il faut progresser, n'est-ce pas? Merci. Il ne faut pas se décourager. Alors nous allons vous demander d'aller à droite de Mendy, debout, et nous allons appeler aussi tous les autres qui étaient là parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui avait comme ambition de présenter les plus montantes. Ce sont des jeunes gens qui ont embrassé ce métier, aujourd'hui forcés par l'école pour faire un stage, demain forcés par la passion pour faire un métier. J'espère que la passion va naître dans leur cœur et que vous allez aimer ce métier comme nous l'aimons. Nous vieillissons, mais nous ne cessons de l'aimer. Alors nous allons faire venir tout le monde qui vient ici, à côté. Venez, on vous revoit, passez en dessous de la caméra. Voilà, venez, mettez-vous là-bas. L'une au milieu, l'autre ici. Et qui encore n'est pas là? Merceni, qu'elle vient ici, à ma droite. Voilà. Venez, j'espère que la technique va avoir la force d'avoir une vue d'ensemble et une photo de famille. Et quelqu'un d'autre manque? Merci. Mais elle est encore où, mon Dieu? Elle a paniqué. Elle fait quoi encore là-bas? Nous allons finir l'émission sans elle. Voilà. J'ai été donc heureux de passer ce moment, plus d'un mois, avec ces jeunes gens venus de l'IFASIC, notre école, notre alma mater. Et ensemble, nous avons partagé des moments difficiles parce que je n'ai pas été toujours tendre avec vous, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous vous rappellerez toujours de ce stage, n'est-ce pas? Oui. Voilà, de la poubelle à quoi? Voilà, donc vous devez devenir un bon parfum de connaissances. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas se décourager. Vous avez la chance de commencer ce métier quand la technologie a beaucoup évolué. Donc voilà, elle est là. Elle peut rejoindre, trouver une place.
Trouvez une place quelque part, même à côté de moi, même entre vous deux là. Voilà, très bien. Je sais que je vous demande, vous n'allez pas le faire parce que vous avez enseigné une chanson. Vous pouvez la chanter celle-là? Vous l'avez oublié parce que le stress vous a... J'étais sûr. Vous connaissez, hein? J'étais sûr au Seigneur. Je te suivrai au Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Ah, voilà. Merci, ça me fait plaisir. Alors, vous allez rentrer à l'IFASIC, vous allez devenir certainement demain des bons journalistes, mais soyez d'abord des bonnes personnes. N'est-ce pas? Oui. Voilà, être une bonne personne, c'est d'abord avoir une personnalité. Il faut savoir ce que l'on veut, protéger ses pensées, protéger sa vie, protéger aussi son parcours vers l'excellence. Ainsi, nous allons terminer cette émission. Vous allez vous applaudir vous-même. Voilà, cette émission est terminée. Géopolis a été très heureux de vous recevoir, ces jeunes gens. Nous espérons que nous allons le suivre progressivement. Ceux qui auront le talent, le vrai, qui passent par les épreuves et les difficultés, finiront par découvrir leur propre chemin. Les autres auront quand même gardé de bons souvenirs de leur passage à Géopolis. Chemin critique, c'est fini. Donc, à vous, toutes... il y a tellement de filles que je commence à parler au féminin, alors qu'au milieu, il y a un garçon. Voilà, donc à vous tous, soyez, je vous dis, rigoureux. C'est la rigueur qui travaille, c'est la rigueur, la discipline. Ne vous donnez pas de prétextes. Allez jusqu'au bout de vos efforts. Et ainsi, les résultats seront meilleurs. Allez, à vous les amis spectateurs, vous nous avez suivis ce soir. Nous avons été à Chemin Critique, nous avons fait œuvre utile en donnant aux plus montantes une certaine liberté d'expression. Vous avez vu qu'il y a de l'espoir. L'espoir n'est pas perdu. Demain va être garanti par ces jeunes gens vont prendre les métiers, ils vont relayer la vision de nos pères fondateurs. Au revoir et à la prochaine.